Et moi, j'ai pas peur du tout, en fait, de ce qui se passe dans l'instant T, à aller étape par étape et à réussir ce que j'ai envie d'entreprendre et de suivre le plan, la roadmap que j'ai établi dans ma tête. Je n'ai jamais chéri une carrière de rappeur. C'est-à-dire, j'ai toujours dit ce que je voulais dire, j'ai toujours fait ce que je voulais faire, j'ai toujours négligé énormément ma carrière. Et quelque part, j'étais en train de m'enfoncer dans les ténèbres à travers ça. Je vendais de la coke, de la MD, et j'étais dans des cercles mondains très très obscurs. Alors des fois, je dis oui, 15 000 euros par semaine, mais en même temps, si tu vends de la coke et que tu fais pas 15 000 euros par semaine, va travailler ta mère la. J'ai du sang plein les doigts. Si tu veux me localiser, je suis dans l'anus de la bourgeoisie. Depuis 2012, Sadek, c'est 12 projets, un demi-milliard de vues et des centaines de milliers d'albums vendus. En 2023, il a sorti 3 albums, les 3 derniers de sa carrière. Alors pour sa dernière interview rap, j'ai décidé d'aller le rencontrer pour qu'on puisse faire le bilan de ses 12 années passées dans l'industrie. Mais pour faire le bilan, il faut qu'on reprenne toute son histoire depuis le début. Donc déjà, j'ai eu un accident de voiture en fait quand j'étais petit. Accident que j'ai provoqué parce que j'avais trouvé des bâtons de ski dans une espèce de petite décharge que j'avais trouvé dans une des rues de Neuilly-Plaisance. Les gens jettent ce qu'ils veulent et moi, j'avais trouvé des bâtons de ski. Ces bâtons de ski me donnaient de la vitesse parce que Neuilly-Plaisance c'est beaucoup en pente. Et à l'époque, je faisais beaucoup de roller. Et je me suis fait renverser en bas de chez moi, ce qui m'a immobilisé pendant à peu près 1 an à la maison. Et j'ai toujours aimé tu sais, les trucs de petits, les rédactions, les trucs comme ça. Donc ça a été un bon moyen en fait de se focus pour la première fois sur écrire des histoires pour passer le temps. Ça et la Game Boy Color. Il y a aussi le film 8 Mile qui t'a beaucoup diverti pendant ta Ouais, convalescence. ouais, bah je me rappelle qu'au collège, je sais plus si c'est sixième ou cinquième, les souvenirs sont un peu flous. Mais je sais que c'est totalement 8 Mile qui m'a donné envie de faire du rap. J'aimais déjà le rap quand j'étais petit. J'avais découvert ça avec Jordi, qui était une référence pour nous dans les booms. Dur d'être un bébé. Dur d'être un bébé, exactement. La- Déjà des problèmes sociaux extraordinaires via Jordi. Et ouais, j'ai découvert le rap via 8 Mile. Et en fait, c'était la première fois où on m'accordait de l'attention pour quelque chose, entre guillemets, que je savais faire, ou où on avait décelé un talent chez moi. Et donc, j'avais fait un clash après le collège, je crois une semaine après avoir regardé 8 Mile, avec quelqu'un d'autre aussi qui était bousillé par ça. Ensuite, du collège, on m'a emmené au lycée Georges Clémenceau à Villemomble pour faire un autre clash avec 2 mecs cette fois-ci. Clash que j'ai gagné. Et donc, j'étais devenu comme un espèce de petit phénomène dans la ville, entre Neuilly-Plaisance, Villemomble, etc. Et j'existais à travers ça. Et ensuite, j'ai rencontré James BKS, qui a été mon mentor musical pendant toute cette période. Et Batos, qu'on appelait Nouya Batamio. Et je me rappelle, une fois, il m'avait vu au gymnase en bas de chez moi. Et il nous voyait en train de rapper nos textes qu'on avait écrits sur des feuilles de papier. Et il vient, il me dit, rappe ton texte. Je rappe. Et il me dit, c'est extra nul de ouf. Et du coup, j'ai commencé à aller chez lui, à enregistrer de temps en temps. Il nous donnait l'accès. Il avait un home studio. C'était la première fois qu'on voyait un home studio de notre vie. Et il nous donnait l'accès par rapport à ça. Mais toi, concrètement, qu'est-ce qui te plaisait en fait dans le battle rap? C'était quoi? C'était les punchlines? C'était l'improvisation? C'était le fait d'avoir du monde autour? L'exercice me plaisait, me permettait d'exister, entre guillemets, et d'être reconnu pour quelque chose. Et surtout, en fait, par un concours de circonstances, un jour dans le bus de ma ville, qui est le 114, qui traverse tout Neuilly-Plaisance, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Murder, et il me dit, je sais pas pourquoi, mais je sais que tu rappes. Et il avait jamais entendu parler de moi, quoi. Il allait voir quelqu'un, justement, dans notre ville, mais à aucun moment il savait qui j'étais ou quoi. À l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, ou n'importe quoi, et je lui dis, ouais, c'est vrai, je rappe. Et je commence à rapper dans le bus et tout, à faire des freestyles avec lui. Je devais avoir 12 13 ans. Et il a commencé à m'emmener avec lui à Châtelet, à La Défense, à Nanterre, où il y avait ce qu'on appelle des open mic, mais sans mic. Et donc on rappelait devant tout le monde. De base, c'était gentillet. Et puis après, il y avait des clashs qui se mettaient en place, qui étaient vraiment des joutes verbales. Oui, je viens bien de Neuilly, MC, je t'ai froissé comme des habits. Et dans le rap, tout ce que t'as, c'est la bouche à Jay-Z. Mais ça n'a jamais été violent. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de déontologie chevalerine où personne n'attaquait les parents, bon, le physique, évidemment, mais, euh, mais ça restait vraiment bon enfant. Toi, tu voyais ça plus comme du clash ou un exercice stylistique? Plus que du clash, vraiment, le terme pour moi, c'est battle rap. Un clash, c'est un peu plus personnel, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose où tu essayes de faire mal à la personne, alors qu'un battle rap, je vois plus ça où tu essayes de te distinguer dans tes capacités de MC, entre guillemets. Comment est-ce que tu arrives à attirer l'attention? Comment est-ce que tu as des punchlines? À l'époque, c'est vrai que
Il n'y avait pas ce truc de. Aujourd'hui, on dit un peu punchline pour tout et rien. Mais vraiment, je pense que le terme punchline, ça vient du battle rap. C'est-à-dire comment est-ce que tu as une ligne qui fait dire aux gens waouh, tu vois. Et c'est de là où ça m'est venu. Et cette suite de battle, elle t'a amené sur la scène du bateau fort? Exactement. Que je dise pas de bêtises, je crois que je suis le plus jeune ou l'un des plus jeunes MC à être allé au bateau phare. Le bateau phare, c'est comme son nom l'indique, un bateau avec un phare au-dessus, qui est sur le quai de la Râpée à Bastille. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais où toute la scène parisienne, culture hip-hop se rejoignait. Il y avait cet endroit-là et le Gibus à l'époque, Gibus aussi, où je faisais des battle rap en après-soirée. Et j'étais vraiment baigné dans cette culture hip-hop parisienne via le bateau phare, qui a d'ailleurs accueilli les End of the Week, et où j'avais rencontré des gens comme Aladoum ou Kizito à l'époque, ou même Arctic. Ouais, j'étais tombé contre Arctic en battle rap avec mon pote Pépé, et il nous avait éclaté de ouf. Arctic, champion of the week. Ouais, mais nous on se trouvait fort dans notre petite bourgade, et en fait on s'est frotté à la Ligue Master, et on s'est rendu compte qu'on était bien gentillés, quoi. Mais ça nous a fait beaucoup progresser. Et si je me trompe pas, il y a eu une anecdote comme quoi t'as déjà battle contre Maître Gims en plus. Ouais, une fois devant le bateau phare, justement, avec. Mais il y a même deux trucs comme ça. Je sais pas si tu te rappelles d'un rappeur de l'époque qui s'appelait Tito Prince. Tito Prince, qui était un très très gros rappeur. Une fois, à Gare de l'Est, on monte dans le même train et Murder lui fait le même coup qu'il m'a fait à moi, je sais que tu rappes. Et on commence à rapper avec Tito Prince pareil. Et donc c'est Murder qui déclenchait ces trucs-là. Il avait comme, tu sais, le truc dans Dragon Ball Z, là, l'espèce de détecteur de. Ouais, il avait le détecteur de ki, je crois que c'est ça qu'on dit de ki. Il avait le détecteur sur les rappeurs. Et pareil, une fois, on arrive au bateau phare, trop tard pour entrer au bateau phare, les gens sont en train de sortir. Et Murder lance un espèce d'open mic. Il avait le don pour ça. Hey, yo, yo, il réunit tout le monde. Et à l'époque, on tombe sur vraiment, je crois que c'était le troisième prototype, ou le premier groupe de Maître Gims. Et on rappe sans savoir que c'est Gims ou quoi, mais je me rappelle très bien des techniques, de la rapidité. À l'époque, il n'y avait aucune variété française dans sa voix. C'était un pur MC, pur et dur, même si pour moi ça l'est encore aujourd'hui, mais on était vraiment dans du rap de fou. Et l'anecdote qui est incroyable, c'est qu'un jour, mon producteur de l'époque, qui est Amadoun Sidibé, que je rencontre des années plus tard, me dit eh, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher, il y a Gims de la section d'assaut qui est devant le quai 54. Moi, j'étais le petit frère d'Amadoun, donc s'il me demande quelque chose, je vais le faire. Et quand j'arrive et tout, bah, je me présente respectueusement, parce qu'à l'époque, il venait en guest et tout. Il me dit, mais tu sais qu'on s'est déjà vu? Et je lui dis, ah ouais, où ça? Et il me dit, bah, bateau phare. Et lui, il se rappelait justement de ça. Donc c'était sympa, ces rencontres d'MC. Donc c'est au quai 54 que t'as rencontré Amadoun Sidibé, ton ancien manager. Exactement, j'ai rencontré Amadoun Sidibé au quai 54. Quai 54 qui est le plus gros tournoi de streetball outdoor mondial. Et je l'ai rencontré après avoir justement, par encore une fois un concours de circonstances, me retrouvé à faire un battle rap là-bas. Entre la demi-finale et la finale de l'événement, il y avait comme un moment de flottement à l'époque où c'était sur la pelouse de Reuilly, et Mokobé m'a gentiment laissé rapper, après que j'ai réussi à me faufiler à travers la sécurité, petit côté rap en cours, rock en cours de l'époque. Je m'étais fait passer pour le petit cousin de Rimka, et au culot, on se dit qu'un enfant de 14 ans ne va pas mentir, donc on m'a laissé avancer jusqu'à là. Ok, donc vous vous rencontrez au quai 54, mais comment par la suite, en fait, Amadoun devient ton manager et ton producteur? Ça a été très compliqué parce qu'il ne voulait pas du tout. Il voulait pas du tout parce que lui était déjà de l'entourage de la Mafia Quinfri. Il trouvait la musique très compliquée et en plus de ça, à l'époque, il n'y avait aucune garantie d'argent, de trucs, quoi, de streaming. Et je me rappelle pour l'anecdote, il me dit un jour, appelle-moi en fin de semaine et je te donnerai ma réponse définitive. Et là, moi, à ce moment-là, quand je l'appelle, j'entends qu'il me dit oui. Alors que lui, il me dit totalement non. Tu vois, c'est sur un truc itinériste de l'époque. Du coup, je vais pas pouvoir le faire. Et moi, j'entends pas le pas pouvoir. Parce qu'il avait bien enrobé le truc. Et en fait, dans ma réaction, j'étais tellement enthousiaste et déterminé qu'il s'est dit, bon, ça va pas me coûter énormément de l'emmener en studio, etc. Et on a travaillé longtemps. On a travaillé longtemps avant de commencer à présenter un freestyle ou quoi à Bouscapé, alors qu'il avait les contacts depuis le début. On a essayé de pas brûler les étapes. Ça a dû te faire bizarre un peu, non, de passer de battle de rue à des séances studio? Transition très compliquée, que je pense que j'ai maîtrisé vraiment très tard, voire trop tard, et qui aujourd'hui, des rappeurs comme tu citais de End of the Week ou autres, je pense qu'être trop enlisé dans cette discipline hip-hop à proprement dit, c'est très différent d'être un bon rappeur que d'être un bon musicien et de faire des chansons, tu vois. C'est deux choses complètement différentes et ça m'a pris énormément de temps.
Donc du coup, après avoir initié cette transition entre battle de rue vers le studio, vous vous lancez dans la création de ton premier album, La légende de Johnny Niom. C'est quoi vos attentes au départ et qu'est-ce que vous cherchez en fait? Un succès d'estime ou un succès commercial? Je savais pas ce que c'était succès d'estime ou succès commercial. Aujourd'hui, je suis capable de te faire une autopsie complète de l'industrie musicale, que ce soit autant sur sur les termes psychologiques ou financiers. À l'époque, je voulais juste tout casser dans le rap. Je voulais être connu. J'étais dans la chanson de Aznavour. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Et d'ailleurs, sur ton premier album, t'as un feat avec Soprano. C'était quand même quelque chose à l'époque de l'avoir sur ton album. C'était une très grosse tête à l'époque. Je pense que Soprano, c'est comme ça n'a jamais vieilli, ça n'a jamais perdu. C'est depuis qu'il a été connu en solo à travers la Colombe, ça a toujours été une immense star française. J'ai perdu le sommeil et je pense qu'à demain. Il n'a jamais eu de déclin ou autre. Et ça a été une expérience extraordinaire. Parce que déjà, il a eu la gentillesse de venir vers moi, parce que je venais de signer chez EMI à l'époque. Et il me dit, voilà, j'ai entendu ce que tu fais et tout, c'est bien. Il commence à m'encourager, etc. Et puis moi, un peu niais, je lui dis, bah écoute, je suis en studio demain soir, si jamais tu veux passer et tout. Il me dit, bien sûr, je passe. Et il avait accepté de poser. Il est resté toute la nuit avec moi. Il m'a donné énormément de temps. 3 jours après, il était venu faire le clip. Et c'était déjà Soprano avec un emploi du temps ultra chargé. Donc je lui suis ultra reconnaissant jusqu'à aujourd'hui pour ça. Et surtout, j'oublie pas les conversations qu'on a eues ou la bienveillance qu'il a pu avoir avec moi. Tu vois, je suis passé par pas mal de clashs, de trucs, etc. Et les gens aiment bien se rappeler des gens que j'ai taclés, mais ils oublient aussi des gens que j'ai pu respecter. Tu vois, il y a des gens que j'ai toujours respectés, à qui j'ai toujours montré de l'amour et à qui j'ai jamais été changeant. Et c'est pas pour rien non plus. Un an plus tard, en 2013, tu sors ton deuxième album studio. Et dans cet album, il y a un titre en particulier qui va te faire exploser, littéralement. C'est le titre Mektoub. C'est le Mektoub, tu ressens mon son, c'est qu'on tient des mêmes taux. Qu'est-ce que toi, près de 10 ans plus tard, tu gardes comme rapport avec ce morceau? Je saurais pas te dire. Très honnêtement, je saurais pas te dire. C'est pas des morceaux que j'appréciais ou quoi. C'est des morceaux que je faisais par rapport à Madoun, qui avait cette vision, etc. Sur des trucs où peut-être qu'il avait raison, mais moi, c'est pas des morceaux que j'aime du tout. En parlant de morceaux marquants, à cette époque aussi, tu donnes le premier feat d'un jeune rappeur que personne ne connaît à l'époque, mais qui s'appelle Nino. Comment est-ce qu'elle se fait cette rencontre entre vous deux? C'est Quick, DJ Quick, qui est mon DJ de l'époque, qui repère Nino et qui me dit, voilà, j'ai ce petit jeune sous la main. Et comme je t'ai dit, moi, depuis le début, le hip-hop m'a beaucoup transmis à travers des gens peut-être qui sont pas connus pour le grand public, mais comme Murder ou comme James BKS ou Batos, dont je te parlais tout à l'heure, ou même Aladoum, qui a été beaucoup là pour moi, ou même les gens de mon quartier avec qui j'avais ce groupe NP Street. Donc j'avais vraiment cette éducation hip-hop où quand tu découvres quelqu'un qui est bon, il n'y a pas de calcul en fait. Et c'est pas, j'avais aucun calcul dans la tête ou une affection particulière, c'est juste que j'aimais bien Quick, il s'était toujours bien comporté avec moi, il me dit j'ai un petit jeune que je produis, très honnêtement, qu'il soit nul ou pas, juste par respect, j'y serais allé. Et en plus de ça, Nino était très fort. Ok, donc juste pour revenir sur l'album Les Frontières du Réel, l'album ne va pas rencontrer de succès commercial, et toi tu vas prendre une décision assez radicale, tu vas te mettre totalement en retrait du rap. À quoi est-ce que ressemble le quotidien de Sadek du coup pendant cette pause? Tu fais quoi de tes journées? Je pense qu'on a tous vu une transformation. C'est quand je dis pendant 3 ans, j'avais pas d'iPhone, mais j'étais tout le temps au téléphone. Bah, c'est pas pour. Mais c'est malheureusement vrai. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé à faire un peu de choses à côté pour m'en sortir. Mais très honnêtement, ça n'a jamais été par nécessité. Je suis pas un habitant de Sarajevo. Ça a toujours été par envie et pour essayer d'avoir mieux, entre guillemets, même si mal bien acquis profite jamais et que je l'ai vraiment compris. Je pense que je l'ai beaucoup payé à travers tous les démons que j'ai accumulés derrière. Mais pendant ces 3 ans, j'ai été, entre guillemets, livré à moi-même dans Paris, où j'avais pris un appartement au 7e étage d'un quartier très connu dans Paris. Quand je raconte, par exemple, l'anecdote des 100 bitcoins contre de la drogue ou quoi, c'est vraiment des choses que j'ai connues. De toute façon, les précisions, que je veux dire, j'ai jamais parlé d'une plaquette de bœuf, moi. Les précisions et tous les dealers que j'ai croisés savent que je ne mens pas. Alors des fois, je dis oui, 15 000 euros par semaine, mais en même temps, si tu vends de la coke et que tu fais pas 15 000 euros par semaine, va travailler ta mère la pute. C'est réel. Et c'est pas quelque chose dont je me vante, c'est mon expérience de vie, personne ne me l'enlèvera, personne ne pourra rien y changer. J'ai vendu beaucoup de drogue dans ma vie en tant que détaillant. Et de 2012 quand on m'a rendu mon contrat chez Warner et tout, pour moi, la musique, c'était fini. Et quelque part, j'étais en train de m'enfoncer dans les ténèbres à travers ça. Je vendais de la coke, de la MD, et vraiment, c'était tout ce qui m'intéressait toute la journée.
Et j'étais dans des cercles mondains très, très obscurs. J'ai des clients qui étaient des gros producteurs de cinéma, des chimistes d'autres pays. Je faisais des trucs qui n'avaient aucun sens. Ok, donc comme tu le décris, toi, tu vas totalement changer de vie. Sauf que pendant cette pause-là, tu vas quand même sortir 2 EP qui annoncent un prochain album. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que t'as vraiment envie de revenir dans la musique ou pas? Non, ça a encore été un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'à l'époque, je traînais beaucoup avec les gens du label Headbanger, par exemple, parce qu'on habitait un peu dans des similaires. Je les croisais, je me disais, putain, la musique, quand même, ça me tente toujours un peu. Et puis, je rencontre quelqu'un qui a un site qui s'appelle Haute Culture, Montmartre, et il me propose de produire des EP, donc justement, pour son site, etc. Je trouve le gars cool, donc on y va. Et puis, en même temps, je fréquentais toujours un petit peu Nino, un peu Quick. J'étais un peu dans ces cercles de rap, etc. Mais j'avais aucune ambition sur la musique. En fait, j'étais vraiment dans ma vie de Parisien fou. Et je crois que tu sais, c'était une période particulière parce que quand t'es parisien, ça n'a rien à voir que quand t'es banlieusard et que t'arrives à habiter dans Paris et tout. Donc c'était très particulier les cercles sociaux que je rencontrais, les gens que je rencontrais, les jeunes que je rencontrais, les héritiers, des trucs. C'était une vision vraiment particulière de la vie où il y avait l'impression de vivre dans le morceau d'Ayam, né sous la même étoile, alors que moi, je n'étais pas à plaindre non plus dans mon quartier. Tu vois, mon papa était garagiste, il s'est toujours battu pour qu'on ait un minimum, tu vois, d'éducation, de belles choses. Je faisais 180 kilos à l'époque, je n'allais pas dire j'ai le frigo vide ou quoi, mais, mais ouais, par envie, par vraie dalle, j'ai forcé le destin de manière un peu occulte. Ok, donc tu sors de ta pause, mais tu reviens avec pas n'importe quel album, l'album Johnny Num ne meurt jamais, qui est un vrai succès. J'ai trop de haine, autour de moi on m'a beaucoup déçu. Je suis toujours le même si ma daronne me reconnaît plus. WW, Eisen, Eisen, WW, Eisen, Eisen, WW, Eisen, 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 Parmi verts, sa mère. Des terres postées sur terre, plus rien en terre. Ma sœur. C'est ton premier succès commercial, est-ce qu'à ce moment-là t'étais vraiment content, ou est-ce que tu t'en foutais toujours de la musique? J'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. J'étais plus riche en vendant de la drogue qu'en faisant de la musique ou quoi. Et la musique, c'est rétroactif, c'est-à-dire que je le voyais pas sur l'instant. Je le voyais pas sur l'instant. Je faisais de la musique parce que j'aimais ça. Ça s'est enchaîné comme ça, comme le truc avec Depardieu, c'était dans la même époque, tu vois, le film et tout. J'en avais rien à foutre de tout. Je le voyais pas, en fait. Même c'est pour ça que c'est super paradoxal. C'est que je n'ai jamais chéri une carrière de rappeur. C'est-à-dire, j'ai toujours dit ce que je voulais dire, j'ai toujours fait ce que je voulais faire, j'ai toujours négligé énormément ma carrière. Ok, parce que tu vois, c'est un peu contradictoire vu que tu sors d'un album, t'enchaînes juste après avec la série de freestyle mythique Roulette Russe, on dirait que t'as envie de rester dans la musique. C'est parce que je suis un très gros travailleur et que je suis ultra productif. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait aucune ambition derrière, c'est juste que je suis ultra productif. C'est pour ça que j'ai peur de rien dans la vie, c'est que je sais que quoi qu'il arrive, je vais toujours retomber sur mes pattes parce que la seule chose qui peut me stopper, c'est la mort. Je suis incapable de me laisser aller. Ça, c'est la réalité, qu'on le veuille ou non. Je suis quelqu'un d'ultra déterminé, d'ultra productif. Si j'ai envie de faire quelque chose, même si c'est à l'autre bout du monde, je vais le faire. Et il n'y a personne qui va m'en empêcher. En 2016, tu sors l'un de tes plus gros albums, Nick le Casino. À ce moment-là de ta vie, c'est quoi ta relation avec les jeux d'argent? Nick le Casino, c'est simple, j'avais un casino chez moi. C'est tout. J'avais un casino chez moi. J'ai traîné dans tout... à petite ou à grosse échelle, j'ai traîné dans tout ce qui est possible de faire dans la criminalité, à part le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes et le braquage, parce que physiquement, j'en étais impossible. Mais même quand on me demande la pire des addictions, je sais que la pire des addictions, c'est le gamble, c'est le fait de jouer de l'argent, peu importe ce que c'est. Hein. Dès qu'on voit ça comme une mise de jeu, que ce soit du pari sportif, que ce soit... moi, aujourd'hui, je suis très crypto. Même dans ça, je me suis fait niquer, j'ai eu ma période Memecoin. Pareil, je laisse tomber. Tout ce qui va être misé de l'argent, c'est-à-dire ne pas inclure du travail dans ça et laisser le truc au hasard, c'est complètement foutu. Et ouais, niquer le casino, c'est vaincre une armée sans patrie, essayer d'appeler le paradis sans crédit ni batterie. Tout ce qu'on voulait, c'est niquer le casino. Non, on peut pas tous gagner. Il suffit pas de parier. On est dans le vip, on prend des matchs, mais je suis sur liste, frérot. Tellement je les ken, ils croient que je triche. Et en aller, je suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Comment est-ce que ça s'est passé en coulisses entre le moment où toi, tu quittes totalement le rap, tu ressors un album, il y a un petit succès, et tu finis par revenir totalement dans le jeu et signer chez Eric 118? Très honnêtement, c'est un concours de circonstances encore, c'est-à-dire que Amadoun, ça a été mon premier producteur à ce moment-là, même si
entre guillemets, j'avais vraiment des moyens pour me produire ou autre, par fidélité et par truc, je voulais construire l'histoire avec lui, je voulais continuer avec lui sur ça. Et de l'autre côté, William Edor, à ce moment-là, avait bien joué les choses avec nous, c'est-à-dire qu'il n'était pas en position, à l'époque, quand il était chez Warner, de pouvoir continuer à travailler avec nous en mettant son droit de veto. Mais quand il fait son nouveau roadster, qui est Rex 118, le fait que j'ai un vrai succès avec Johnny Nium ne meurt jamais, le pousse à pouvoir me reprendre avec Nick le Casino. Et surtout qu'à l'époque, en fait, j'étais passé dans un truc où, si tu veux, mon album, entre guillemets, raté les frontières du réel, celui qui fait qu'on me rend mon album, fait que j'en ai tellement rien à foutre de la musique que je la fais comme je veux et ça marche, très bizarrement. C'est même ce qui me... Tu vois, des fois, c'est ça mon problème, c'est un équilibre. C'est ce qui fera qu'après, je ferai d'autres albums comme Johnny de Janeiro ou même Nick le Casino 2. C'est que je fais ce que je veux. Ok, donc pour toi, c'est impossible de faire la musique seulement pour les autres et pas pour toi. Non, c'est pour ça que même ça m'intéresse vraiment plus d'en faire. Ok, donc en parlant justement de musique que toi t'aimes faire, par rapport aux autres albums, dans Nick le Casino, il y a beaucoup d'autotune. Tu t'es lâché à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a d'autotune sur quasiment tous les morceaux de cet album-là et pas sur les précédents? J'avais découvert l'autotune avec le logiciel de T-Pain, I Am T-Pain sur Apple. Et j'ai toujours voulu chanter, en fait. Et j'ai jamais eu les capacités vocales ou autres pour le faire. Et puis, si on remarque bien, il y a un truc où j'ai un peu... je sais pas comment on appelle ça, là, mais je parle un peu du nez. J'arrive pas à prendre l'air bien de mon ventre. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Donc à ce moment-là, c'est une évidence pour moi. Et c'est comme un vrai plaisir, en fait. En 2017, tu sors ton album Vulgaire, Violent, Ravi d'être là. Et on sent quand même que t'es beaucoup plus détendu que sur les précédents projets. En fait, tu vois, dans le rap, il y a un truc de posture et de recherche de la crédibilité. Se prendre trop au sérieux, surtout? Je sais pas si c'est se prendre trop au sérieux, mais pour moi, c'est faire le mytho. Moi, tous les plus grands bandits que j'ai connus, c'est des gens qui ont un sens de l'humour extraordinaire et qui sont des clowns un peu, mais comme dans le film de Joe Pesci, où à qui tu vas pas dire que c'est des clowns, tu vois. Et pour moi, être bandit, c'est faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te définir en tant que bandit? C'est pas de quoi t'as l'air, c'est qu'est-ce que tu fais. Si tu as des activités criminelles, tu es un criminel. Je dis pas que je suis un criminel parce que, Dieu merci, j'ai pas non plus, je suis pas Pablo Escobar ou quoi. Mais je veux dire, je n'ai pas de lac dans ça. Et donc, je n'ai jamais voulu chercher une crédibilité ou faire le gros bras ou truc ou n'importe quoi. Et puis, Dieu merci, Dieu m'a ultra humilié. Je pense que j'ai payé ce que j'avais à payer dans le sens où, tu vois, quand j'ai eu cette bagarre à Châtelet, ou les histoires sur Internet, ou truc quoi, moi, je veux dire, c'est ça qui rend fou même les gens qui sont en clash avec moi, c'est que tout est sur Internet. Il n'y a rien à creuser de plus. Personne ne va déterrer quoi que ce soit, tu vois. Tout est sur Internet. Ok, et est-ce qu'elle vient de toi, l'idée de faire une cover d'album de rap avec deux grands-mères dessus? Non, c'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Je trouvais ça cool, en fait, de me dire... tu sais, j'avais cette idée un peu en tête en me disant, on parle avec les personnes âgées comme si c'était des enfants alors qu'ils ont vécu 100 fois plus que nous. Donc, je voulais arriver dans ces codes-là en me disant les personnes qui ont le plus envie de vivre cette époque rock'n'roll sont les personnes qui ont vécu le plus de choses. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on parlait aux vieilles dames vous allez bien, madame, comme si c'était des bébés ou quoi, alors qu'elles ont tout connu. Elles ont connu 100 fois plus que nous. Dans cet album, à l'instar du morceau Mektoub, il y a un morceau qui va marquer ta carrière, c'est le morceau Petit Prince. Et alors, petit prince, veux-tu devenir un roi ou bien rester une pince et suivre toutes leurs lois? Tu sors ce morceau comme premier single de l'album. Est-ce que tu savais l'impact que ce morceau allait avoir dans ta carrière? Non, j'ai entendu l'instru chez Yann Dacta et Red Nose. Et je l'ai écrit ultra vite. Et je crois que même à l'époque, je commençais à trouver des techniques de justement ce que les gens ils disent yaourt, etc. J'avais ces techniques-là et très vite, je l'ai écrit, posé. Et le ton nonchalant qu'il y a un peu dessus, c'est parce que les premières prises que je posais, c'était les premières prises que je gardais. D'accord, et pour l'histoire du Petit Prince justement, dans le clip, on voit un jeune qui commence d'abord dans un hall de bâtiment, puis ensuite il grandit quelques années plus tard, et ensuite on le voit barouder un peu dans Paris. Cette histoire, est-ce que c'est la tienne? Non, ça parlait pas de moi, ça parlait de la personnification de ma génération. C'est-à-dire, on a été parmi... si tu veux, j'ai l'impression que ma génération est une bascule entre celle des années 90, le jeune des années 90 qui est beaucoup plus rebelle vis-à-vis de la société, et nous qui sommes dans une rébellion bizarrement ultra paradoxale parce qu'on est ultra conventionnel dans le sens où on est la première génération libéraliste. Pas libertarienne, mais libéraliste dans le sens où on veut faire de l'argent et on est ultra capitaliste. Je pense que nous sommes la première génération de modèles de cité qui passent dans un truc où
quelque part, ouais, la politique, c'est pas cool, on peut changer les choses. À nous, rien à foutre. Il n'y a pas de politique, on vote pas, on a compris que c'est foutu, on veut faire de l'argent, on veut faire de l'argent, on veut faire de l'argent. Et un petit peu dans un truc où encore plus malheureux, qui est on sait mais on fait. C'est-à-dire qu'on a grandi avec Kerry James, on a vu les histoires malheureuses qui sont arrivées à la Mafia Country, on n'a rien à foutre. Et c'est encore pire aujourd'hui. C'est encore pire aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a 99,9% de chances d'aller dans le mur ou en enfer, et ça n'empêche personne de faire quoi que ce soit. Parce que la situation est complètement figée. Vulgaire veut leur envie d'être là, c'est ton plus gros succès jusqu'à présent. Pour l'album suivant, on s'attendait tous à ce que tu ressortes un nouveau blockbuster, mais toi pas du tout. Tu fais un virage à 90 degrés et tu reviens avec un album de funk brésilienne. Ouais, c'était soit de la funk brésilienne, soit un album de rock metal que je voulais faire. À la base, c'était un album de rock metal. Ensuite, je suis allé au Brésil comme ça. J'ai rencontré un ami là-bas qui était très influent. En fait, j'étais invité dans un festival de films qui s'appelle Varilux, où j'étais avec Ramzy Bedia, d'autres acteurs Damien Brognard, d'autres acteurs bien connus du cinéma français, Sandrine Kimberlin. Et là-bas, je tombe amoureux de la funk brésilienne, que je trouve beaucoup plus fun à l'époque que le rap, où il y a un truc un peu qui tourne en rond pour moi dans ma tête. Appelle-moi Johnny de Janeiro, Rio, Rio, Rio. C'est toujours la même histoire se répète, car dans tous les checks c'est de la zipette, et dans tous les checks y'a un zépec. La tentation. Plus je les entends qui chantent. Santé, santé, santé. Somnambule, 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 bulle, bulle, bulle de champagne, bulle de champagne, bulle de champagne. Et pour moi, dans l'art ou dans la musique, il a toujours fallu être fort de proposition. Sauf que j'ai oublié que je venais d'un pays ultra conservateur où quand tu fais quelque chose, il faut le faire toute sa vie. Mais comme je ne visais pas à faire de succès ou de n'importe quoi, j'ai pas calculé. J'ai juste fait Johnny de Janeiro parce que ça me plaisait. Il y a des morceaux qui sont très bien dedans, il y en a d'autres que les gens aiment moins. T'appréhendais pas du tout le regard des gens de te voir avec une perruque, de créer un nouveau personnage? J'en sais rien, je m'en bats les couilles. Je me pose pas ces questions-là. Je me les poserai sur d'autres artistes, comme des artistes que j'ai produits. Mais moi, je l'ai fait parce que c'était le moment auquel j'avais envie de le faire. Pour revenir du coup chronologiquement, à ce moment-là, on est en septembre 2018. Toi, pour la promotion de cet album, tu vas donner une interview chez Bouscapé, dont il y a un extrait qui va faire le tour des réseaux sociaux. Au même moment, l'album va sortir, tu vas recevoir un mauvais accueil de la part du public, aussi bien commercial qu'au niveau de la critique. Et de surcroît, quelques semaines plus tard, il y a une vidéo de toi dans Paris en train de te battre. Comment est-ce que ça se passe dans ta vie à ce moment-là, et comment tu te sens mentalement? Mentalement, je pense que je suis dans... De toute façon, ça se voit, hein, je suis dans un état très bizarre. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je me prends le revers de la médaille de... Tu sais, quand tu fais du mal dans la vie, Dieu merci, t'arrives du mal. Et si tu payes pas, c'est que tu vas payer beaucoup plus tard. Et je suis content de payer sur Terre. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, j'ai fait tellement de mal autour de moi. Tu vois, quand je te dis vendre de la drogue ou autre, y a rien de pire que d'être conscient du mal que t'as fait. Et j'en ai fait énormément. Et donc, je suis heureux que ça me soit arrivé à moi aussi, dans le sens où j'ai pu comprendre déjà tout le manque de moralité que j'avais pu avoir, tout le mal que j'avais pu faire, et surtout aujourd'hui ne pas le reproduire dans d'autres choses où tu vois où je suis quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup, qui me pose beaucoup de questions. Et donc tout ce qui m'est arrivé, c'est vraiment bien fait pour moi. Avant de revenir 3 ans plus tard, en 2021, avec un nouvel album, entre-temps il se passe des choses dans ta vie, notamment l'affaire Bassem, quelque chose de plus heureux aussi, tu deviens papa. Comment est-ce que ces deux événements totalement contraires t'ont impacté? Tu sais, c'est pas des événements qui vont changer quelque chose dans l'absolu immédiatement. Je pense que ça change quelque chose dans le sens où c'est peut-être la première fois où je me rends compte que j'ai de vrais problèmes et un vrai combat à mener contre mes démons, mon impulsivité et le manque de contrôle que je pouvais avoir sur mes sentiments ou sur mes émotions. Et autant, si tu veux, avoir eu l'impression d'avoir eu des succès grâce à ce je m'en foutiste, autant de l'autre côté, le fait de ne pas se contrôler ou le fait de ne pas avoir de discipline me mène à un paroxysme de ridicule et de bêtises que j'arrive à analyser après coup. Et en vrai, je pense que tu sais, moi, je serais la meilleure personne pour écrire un livre, pour dire tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie, parce que j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable à pas faire. C'est pour ça que j'en parle
aussi librement. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit quel conseil tu donnerais à un jeune pour devenir comme toi? Je lui dis bah, de surtout pas devenir comme moi. Je pense pas du tout que je suis un exemple de réussite. Je pense plus que je suis un exemple de ce qu'il faut pas faire. Après, je vais pas m'enlever des choses comme le voudraient les Français. Non, je suis nul ou quoi. Je pense que je suis un génie. Vraiment. Je pense que je suis quelqu'un d'extraordinaire parce que Dieu m'a fait quelqu'un d'extraordinaire. Mais je pense que j'ai rien à apprendre à personne parce que j'ai fait énormément d'erreurs. En 2021, tu marques ton retour dans le rap avec ton album Et mon vivant. À cette même période, tu passes des vacances à Dubaï et tu vas très vite te rendre compte qu'en fait, les influenceurs de là-bas arnaquent à distance les Français. Tu vas donc mener une guerre sans relâche contre eux, qui va te coûter très cher. Si tu devais à nouveau affronter ces influenceurs et dénoncer leurs pratiques, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Non, je le referai absolument pas parce qu'il n'a aucun impact sur qui que ce soit. Moi-même tu sais, à l'époque, j'étais, pour ceux qui acceptent de regarder la vérité en face, quand tu fais un morceau qui s'appelle Itoro, quand tu fais des références à la crypto-monnaie déjà en 2019, 2020, j'ai pas découvert la crypto-monnaie en 2024, même s'ils aimeraient le dire comme ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire que c'est pas les scammers qu'il faut combattre, c'est les scammés. Et je sais que le discours va être très dur, très mal accepté, parce qu'il faut absolument être bien vu et être gentil. Mais je pense que ceux qui se font scammer, c'est totalement de leur faute. Comme moi, je dis, quand il m'est arrivé des choses négatives dans ma vie, c'est totalement de ma faute. Si vous n'avez pas le courage d'accepter ça en face, c'est que vous méritez à continuer à vous tromper jusqu'à ce que la leçon vous serve. Et en vrai, je pense qu'il y a 3 ingrédients qui font le cocktail du scammer, pas du scammer, parce que le scammer, on connaît, hein, c'est style de vie, pseudo-recette, et suivez-moi parce que je suis le meilleur du monde et que je suis Robin des Bois. Ok, d'accord, c'est super. Maintenant, le scammer, c'est quoi? Fainéantise, manque de curiosité et cupidité. Les 3 mis ensemble, tu mérites de te faire scammer. Fainéantise, manque de curiosité et cupidité. C'est tout. Donc toi, pendant ce même voyage et pendant ton combat, on te fait sauter ton compte Snapchat. Mhm. Pour menace terroriste antisémite. Ah, c'était pas seulement à cause de ton combat? La vraie raison, c'est menace terroriste antisémite parce que j'ai dit à Magali Berda, je vais te faire construire une mosquée en Palestine. Tu perds ton compte Snapchat, donc de ce fait, tu disparais totalement des réseaux. On n'a plus aucune nouvelle de toi, tu sors plus de musique, t'es pas présent sur les réseaux sociaux. Sauf que 1 an et demi plus tard, fin 2022, il y a une photo volée de toi qui sort sur internet, où t'as l'air dessus complètement fou. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pause, et comment est-ce que t'as préparé ton retour? Déjà, la photo volée, c'est pas une photo volée, c'est une photo où je manipule Booba entièrement, hein, ça c'est les faits. Parce que c'est une photo que moi je fais prendre pendant un tournage de clip, que je sais comment faire en sorte qu'il tombe dessus, que lui s'empresse de mettre sur son Twitter ou Instagram, ou de toute façon les deux. Et je voulais montrer quelque chose, c'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde pensait que j'étais fini, je laissais volontairement, tu vois, la rumeur comme quoi ça y est, j'étais devenu fou, que j'étais foutu, etc. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de me reprendre en main psychologiquement, spirituellement, physiquement et financièrement. Ou tu vois, par exemple, quand je parle de trading ou de crypto ou quoi, ça a eu aussi un impact positif à un moment dans ma vie, dans le sens où je me suis intéressé à d'autres choses et où j'ai vraiment creusé. Chaque recette pour un trader correspond à ses paramètres individuels et il n'y aura jamais de recette miracle ou autre, etc. Déjà, on ne regarde jamais les time frames, donc le temps des graphiques, dans le même ordre. Il y en a qui le regardent en 5 minutes, il y en a d'autres qui vont le regarder en 4 heures. Et donc les conseils ne sont pas applicables de la même façon pour les personnes en fonction de leur portefeuille, de leur urgence de vie, de leur dette, de leur temps et de plein de paramètres qui vont faire que on peut pas faire de conseils adaptés. Mais moi, à apprendre à me prendre la tête, c'est-à-dire sur de l'analyse fondamentale ou de l'analyse technique, j'ai pu apprendre pas mal de choses qui, à ce moment-là, m'ont aidé et m'ont permis de pouvoir assumer mon train de vie, le train de vie de ma famille, et de l'autre côté, à financer, parce que personne ne voulait de faire de musique avec moi, un minimum de musique pour pouvoir présenter aux maisons de disques. Et je suis vraiment revenu dans un truc où je refusais de laisser cette dernière image comme ça de moi. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, toi tu disais que tu t'en foutais de la musique, sauf que tu fais une pause et tu reviens avec pas un album, mais 3 albums. Comment est-ce que ça se fait comment est-ce que tu expliques ça? C'est en fait, si tu veux, par un concours de circonstances heureux pour une fois, les maisons de disques de l'époque me rendent mes contrats, parce que je suis persona non grata, vraiment, plus personne ne veut travailler avec moi. J'avais des films écrits qui allaient être produits, qui sont tombés à l'eau, où vraiment je suis
un monstre. Personne ne veut travailler avec moi, je m'en suis pris aux influenceurs, sur fond d'antisémitisme, etc. Euh, tu vois, ça y est, c'était fini pour tout le monde. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je combats aujourd'hui et que j'arrive un peu plus à dompter, mais par ego, je suis revenu en fait, dans le sens où c'est pas vous qui décidez quand ça s'arrête, c'est pas vous qui décidez quand ça commence. Et donc, j'ai joué un petit peu le jeu, tu sais, de la tranquillité, de la santé mentale. Ouais, non, non, non. Ok, c'est ça, c'est ces discours-là que vous voulez entendre. Tout va bien, je suis désolé, je m'excuse, etc., etc., etc. Dans cette année 2023, tu reviens avec 3 albums. Le dernier album de l'année, c'est Nick le Casino 2. Est-ce que t'avais pas un peu peur de venir ternir la légende de Nick le Casino 1, étant donné que pour beaucoup de personnes, ça reste ton classique ultime, et que en général, quand on fait un deuxième volume d'un classique, ça donne pas souvent quelque chose d'incroyable. Ah bah, si on regarde du point de vue du public ou des ventes, bah là, c'est la même chose alors du coup. C'est bien, ça confirme. Euh, Comment est-ce que j'ai pris la chose? Pour moi, Nick le Casino 2, c'est Nick le Casino 1, dans le sens où Nick le Casino, je l'ai juste appelé comme ça parce que j'étais très gambler à l'époque et très addict au casino, que ce soit du côté casino ou du côté joueur. Et en fait, je voulais raconter la psychologie derrière cet album-là. Et en même temps, j'y ai mis un peu de ce que j'écoute moi, c'est-à-dire beaucoup plus de deep house, de two-step, de morceaux un peu changeants. Et je suis convaincu, de toute façon, je reçois plein de messages aujourd'hui qui me disent «Ah, Nick le Casino 2, c'était génial et tout», qu'à l'époque, c'était bien vu de me taper dessus aussi par rapport à ça. Mais moi, pour moi, Nick le Casino 2 est mon meilleur album. Et je sais que les gens attendent limite que je meure pour dire qu'il était super. Par ailleurs, sur Nick le Casino 2, il devait y avoir 2 feats en plus. Il y avait un avec Nino qui était prévu et un autre avec Werenoi, sauf que en streaming on les a jamais vus, ni sur la version physique. En plus de ça, il y a eu une tourmente sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette altercation avec ces 2 rappeurs-là? Bon, le temps vous dévoilera tout. Là, je pense que pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler parce que j'ai des affaires en cours avec l'un des deux, justement. Et si je te parle de contrôle des émotions et de contrôle des sentiments, c'est pas pour justement venir faire une erreur d'ego et maintenant. Et concernant Nino, tous vos feats précédents ont été supprimés des plateformes. Il s'est passé quoi concrètement avec lui? Non, Nino, je pense que, tu sais, c'est très difficile de prendre les positions que je prends parce que quand tu t'attaques à quelqu'un qui a une aussi forte communauté, je sais pas si tu connais un peu The Boys, c'est la série de super-héros. Le super-héros aux yeux de tout le monde passe pour le mec qui sauve, etc., qui est génial. Et donc, j'ai beaucoup de mal en fait avec ces personnes-là. Tu vois, je les trouve fausses, je les trouve détestables, pas fidèles, lâches. Et clairement, jamais de la vie, tu vois, j'aurais envie de refaire de la musique ou de les côtoyer ou de parler avec elles. Et si jamais on se croise ou qu'on se voit ou quoi, il y aura certainement pas de désolé frérot, ou je me suis emporté ou je sais pas quoi. Je suis prêt à voilà. Sur la cover de Nick le Casino 2, toi tu voulais faire passer un message. Ouais. Quel était ce message concrètement? Que j'arrête. Que j'arrête parce que je pense que je suis allé au bout. Tu sais, j'ai pas sorti 3 albums dans la même année par hasard. C'était que vraiment pour moi, c'était la fin en fait. C'était que la boucle était bouclée. Changement de propriétaire, déjà annonce le ton. Quand il y a un changement de propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mentalité qui se met dedans. Et mon but, c'était totalement de finir avec ça. Et moi, j'ai pas peur du tout en fait de ce qui se passe dans l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un jeune youtubeur qui essaye de lancer un média entrepreneurial et axé sur la crypto-monnaie. On verra si le temps me donne raison, mais en tout cas, il n'y a personne qui va m'empêcher de continuer à aller étape par étape et à réussir ce que j'ai envie d'entreprendre et de suivre le plan, la roadmap que j'ai établi dans ma tête. Pour toi, la musique c'est terminé? Ouais. Où est-ce que toi, tu te vois dans 10 ans? Dans quel corps de métier, dans quel domaine tu te vois évoluer? Je ne sais pas, mais j'espère que j'aurai assez appris dans toutes les erreurs que j'ai faites pour pouvoir appliquer un peu plus et être plus focus et déterminé dans ce que je fais. Et j'aimerais bien être à l'initiative de, pourquoi pas, sortir la prochaine licorne française. Et en vrai, pour être très honnête, je pense que la musique est très formateur en termes de business et d'entrepreneuriat parce qu'on a ce truc d'autodidacte et de savoir faire les choses par nous-mêmes sans attendre de résultats précis de quoi que ce soit parce qu'on vend peut-être l'une des données les plus difficiles à quantifier dans le monde, c'est-à-dire des émotions. Il y a des chansons que moi j'aime, que personne n'aime, il y a des chansons que je n'aime pas, que tout le monde aime, mais avec le temps, j'arrive à comprendre comment un peu voir la recette de ça. Et en même temps, il y a une grosse masse de travail qui est faite à partir du moment où on fait ce qu'on aime et qu'on se rend plus compte qu'on travaille. Donc, je pense que je suis à même, avec de l'organisation, des ressources solides et un network bien établi, de pouvoir être
un bon homme d'affaires dans le futur. Croire qu'à parler sous les caisses, rien ne l'intéresse. C'est complètement faux, en vrai c'est beaucoup plus complexe. Entre frustration et haine dirigée par l'ennui, il a confiance en personne et surtout pas en lui. Personne ne le regarde et ses parents taffent trop pour prévoir la catastrophe. Dans son corps d'adulte, ça reste juste un gosse avec des rêves et plein d'envie. Que ne font pas les gentils, le pied dans un pied jaloux, ça le rend jaloux des nantis.